COVID-19. Si vous suivez les informations, vous avez sans doute entendu parler d'un nouveau médicament anti-Covid, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais quelle est la caractéristique de ce nouveau médicament? Qui le produit? Est-ce qu'il est déjà dans le marché? Quel est son taux d'efficacité? Est-ce qu'il est sûr? Est-ce qu'il est plus efficace que les autres médicaments déjà présents dans le marché, c'est-à-dire les vaccins? Et de façon générale, qu'est-ce qu'il apporte dans la lutte globale contre cette pandémie de COVID-19 qui a fait près de 5 millions de morts dans le monde? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Dia, chercheur indépendant et spécialiste en épidémiologie, santé publique et santé globale. Comme dans mes interventions précédentes, je vais apporter mon expertise en répondant à ces différentes questions que vous vous posez très probablement de façon claire et facile à comprendre pour tous. Ce nouveau médicament s'appelle le Molnupiravir. Ce n'est pas un vaccin cette fois-ci, mais un antiviral oral sous forme de gélule qui a été élaboré par le laboratoire américain Merck. La prescription serait de 4 gélules 2 fois par jour pendant 5 jours pour les patients atteints d'une COVID modérée à une COVID grave. Le médicament n'est pas encore sur le marché, mais comme les études expérimentales de la phase 3 ont été concluantes, le laboratoire a demandé une autorisation d'urgence auprès de la FDA, qui est l'administration américaine de l'aliment et du médicament. Et une fois que ce médicament sera autorisé en Amérique, le laboratoire fera de même avec les autres pays. Si jamais ce médicament est autorisé, il sera tout simplement le premier médicament anti-Covid à voie orale. Le taux d'efficacité de ce nouveau médicament est estimé à environ 50% dans la réduction des risques d'hospitalisation et de mort liés à la COVID-19. En fait, dans la phase 3, la phase expérimentale, l'analyse des données a montré que sur 385 personnes qui ont reçu ce nouveau médicament, seulement 28 qui ont été hospitalisées et il y a eu 0 mort, ce qui fait 7,3%. Comparé à l'autre groupe qu'on appelle le groupe contrôle, qui ne reçoit pas le médicament, mais plutôt un placebo qui est une molécule inerte. Alors dans ce groupe, sur 377 personnes, il y a eu 45 qui ont été hospitalisées et 5 et 8 qui sont mortes. Donc quand vous faites 45 plus 8, ça fait 53, ce qui fait un pourcentage de 14,1%. Alors si vous comparez ces deux chiffres, c'est-à-dire 7,1 et 7,3 et 14,1, vous allez trouver 51,77%. C'est pourquoi on dit que ce médicament est efficace autour de 50%. Concernant l'inocuité de ce médicament, elle est très rassurante. C'est un médicament propre. D'après le laboratoire Merck, ce médicament n'entraînerait pas d'effets secondaires graves. On aurait même observé les mêmes effets secondaires aussi bien dans le groupe qui a reçu le médicament que dans le groupe contrôle qui a reçu le placebo, qui est une molécule inerte, avec même beaucoup plus d'effets secondaires dans le groupe contrôle, avec 40% des patients, contre 35% des patients dans le groupe qui a reçu le médicament. Seulement, ces médicaments présenteraient deux risques qui n'ont pas été signalés par le fabricant, mais qui seront sans doute scrutés par la FDA avant d'autoriser ces médicaments. Le premier risque est que ce médicament intervient en empêchant la réplication du matériel génétique du virus, c'est-à-dire de l'ARN. Alors, il pourrait avoir les mêmes effets sur le matériel génétique humain, c'est-à-dire l'ADN et l'ARN humain. Le deuxième risque est qu'il n'y aurait aucune femme enceinte ou une femme qui prévoit d'être enceinte incluse dans l'expérience. Encore mieux, on a demandé aux hommes qui ont participé à l'expérience de ne pas avoir de rapport sexuel non protégé au moins une semaine après la fin de l'expérience, ce qui induit cette hypothèse que ce médicament pourrait empêcher la réplication de l'ARN qu'on aurait besoin dans le développement du fœtus. Naturellement, on pourrait se poser la question pourquoi l'expérience n'a pas continué avec un échantillon beaucoup plus grand. Vous voyez qu'on s'est arrêté autour de 800 personnes, plus exactement 762 personnes. En fait, il y avait une commission indépendante qui supervisait cette étude et après concertation avec la FDA, ils ont décidé de demander à ce que l'expérimentation soit arrêtée parce qu'ils ont trouvé qu'augmenter la taille de l'échantillon n'allait pas avoir de conséquences sur les résultats déjà observés. Alors, en comparant l'efficacité de ce médicament à celle des vaccins, on voit que les vaccins sont beaucoup plus efficaces parce que beaucoup d'études ont montré que tous les vaccins autorisés sont efficaces à hauteur de 90% dans la prévention des risques d'hospitalisation et de mort liés à la COVID-19, comparé à seulement 50% avec ce médicament. Seulement, ce médicament n'est pas un remplacement du vaccin, il ne se substitue pas au vaccin parce qu'il a un mode d'action différent. Le vaccin est utilisé en amont à but préventif, avant que l'individu tombe malade, alors que ce médicament est utilisé en aval une fois que l'individu est malade. Il faut aussi voir que le vaccin il est injecté, alors que ce médicament, c'est sous forme de gélule qu'on prend à voie orale. Alors, il y a naturellement des personnes qui ont peur des piqûres, alors ils vont préférer ces médicaments, mais encore une fois, ce médicament n'est pas une substitution à la vaccination. En ce qui concerne l'impact de ce nouveau médicament sur la lutte globale contre cette pandémie de COVID-19, ce médicament est juste une nouvelle arme qu'on va utiliser. Il faut comprendre qu'en matière de santé publique, tout est question de prévention.
D'après l'Organisation mondiale de la santé, la prévention est l'ensemble des mesures qui permettent de limiter le nombre ou la gravité d'une maladie. Et il existe 3 niveaux de prévention. La prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. En ce qui concerne la COVID-19, la prévention primaire serait d'éviter de respecter les mesures barrières pour éviter tous les risques qui peuvent vous mettre en contact avec le virus, mais aussi d'avoir une vie saine, éviter les comorbidités. Et la prévention secondaire, c'est l'utilisation du vaccin en amont pour préparer le corps à avoir les capacités de combattre le virus dès qu'il sera en contact avec ce dernier. Et la prévention tertiaire, c'est l'utilisation de ce médicament qui est curatif, c'est-à-dire dès qu'on est malade, on utilise ce médicament pour éviter les complications qui peuvent conduire bien sûr à l'hospitalisation et la mort. Le laboratoire Merck voudrait que ce médicament soit utilisé pour les individus à risque parce que pendant les expériences, tous les individus qui ont participé présentaient un risque, soit l'âge, plus de 60 ans, ou bien les comorbidités, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires, l'obésité ou bien le diabète. Alors, aucun des individus qui a participé à l'expérience n'a été vacciné, donc il appartiendra à la FDA de décider si les individus vaccinés qui tomberont malades pourront utiliser ce médicament. Et une fois que ce médicament est utilisé et autorisé dans les autres pays, il appartiendra à chaque pays, parce que chaque pays a ses différentes commissions scientifiques qui vont décider comment ils comptent bien utiliser ce médicament. Je mettrai quelques références en commentaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de me donner un like et de vous abonner pour les prochaines vidéos. Je vous remercie.